Donc Edouard m'a demandé de parler paléoclimat des deux zones polaires. Donc allons-y, merci beaucoup. Donc là, c'est paléoclimat, le début du titre. Donc là, je vous montre juste la figure classique de l'évolution de la température moyenne sur les derniers 5 millions d'années. Donc là, le temps va dans le bon sens. Là, c'est sur les derniers 5 millions d'années, et là, c'est un zoom sur les derniers 800 000 ans. Donc avec cette diminution au temps long de la température. Et dans cette présentation, je vais me concentrer beaucoup sur ce qui se passe sur les derniers 800 000 ans. Donc Edouard a beaucoup parlé sur ce qui se passait sur le dernier cycle climatique. Je vais aussi beaucoup reparler du dernier cycle climatique, mais je vais mettre ça dans aussi un contexte un peu plus large des derniers 800 000 ans. Donc les deux zones polaires, donc effectivement, je vais me concentrer quasiment uniquement sur ce qu'on peut reconstruire à partir des archives au Groenland et en Antarctique. Et pour cela, donc effectivement, moi je travaille sur les carottes de glace qu'on va forer en Antarctique et au Groenland pour reconstruire le climat. Donc voilà, vous avez quelques images en fait de forage de carottes de glace pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc les carottes de glace sont des cylindres de 10 cm de diamètre, et puis on va creuser depuis la surface de la calotte jusqu'au socle rocheux. Donc on va remonter des bouts de 1 à 5 mètres et on va aller jusqu'à une profondeur de 3 km. Et sur cette profondeur de 3 km, on va pouvoir reconstruire de façon continue jusqu'à 800 000 ans d'archives climatiques, et on espère bientôt plus. Donc je reviens un tout petit peu plus sur les outils rapidement. Donc la reconstruction classique de la température dans les carottes de glace, c'est fait à partir de la mesure des isotopes de l'eau. Donc voilà, là vous avez des jolis petits dessins de molécules d'eau avec les différents les isotopes principaux qu'on va utiliser. Donc en fait, en fonction des les noyaux d'oxygène et d'hydrogène n'ont pas forcément le même nombre de neutrons. Donc on va avoir différentes masses pour les différentes molécules d'eau. Donc on appelle, par abus de langage, les isotopes de l'eau. On va mesurer, je vais vous montrer beaucoup de mesures de delta O18. Donc le delta O18, c'est la façon de regarder la concentration de l'isotope lourd oxygène 18 sur l'oxygène léger, oxygène 16, et juste pour l'avoir en tête, donc quand le delta O18 augmente, la concentration d'oxygène 18 augmente, et quand le delta O18 diminue, la concentration d'oxygène 18 sur l'oxygène total ou l'oxygène 16 diminue. Donc c'est facile, c'est simple. Alors comment cela fonctionne? Comment reconstruit-on la température à partir de la mesure du delta O18, donc le delta O18 qu'on va mesurer dans la neige, dans la glace? Eh bien, le lien en fait entre température et composition isotopique est pas direct en fait. En fait, pour le comprendre, il faut comprendre l'intégralité du cycle de l'eau depuis l'évaporation jusqu'à la condensation en région polaire. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on va avoir évaporation au niveau de l'océan, donc on part d'un delta O18 de 0 pour 1000, ça va être notre référence, notre standard. On va évaporer de façon préférentielle les isotopes les plus légers, donc les oxygènes 16. Et donc on va avoir un delta O18 dans la vapeur d'eau au-dessus de l'océan qui est plus faible que le delta O18 dans l'océan, puisqu'on en a laissé un peu dans l'océan. Et puis on va avoir un déplacement global de cette masse d'air humide des basses vers les hautes latitudes, donc des régions d'évaporation vers nos régions qui nous intéressent, les carottes de glace. Et avec ce transport de vapeur d'eau et donc la diminution associée de température des basses vers les hautes latitudes, on va être obligé de condenser de l'eau. On ne peut pas garder la même quantité d'eau quand il fait très chaud, quand il fait froid dans le nuage. Donc il va pleuvoir, et à chaque fois qu'il pleut, on va aussi perdre les isotopes les plus lourds. Donc là, vous voyez sur le schéma, le delta O18 de la vapeur d'eau va diminuer des basses latitudes vers les hautes latitudes. Et on arrive vers les hautes latitudes, à l'endroit où on va prendre nos carottes de glace, avec du delta O18 dans la neige qui tombe de l'ordre de moins 55 pour 1000 au centre de l'Antarctique. Donc ce qu'il faut que vous reteniez là de ce diagramme, c'est qu'en fait, le lien qu'on va avoir entre la température et le delta O18, il est vraiment lié à l'efficacité de la distillation entre les basses latitudes et les hautes latitudes. Donc, plus on va distiller, plus on va avoir de pluie ou de neige le long du trajet, plus on va diminuer notre delta O18. Et en général, cette quantité de distillation, eh bien, elle va être liée au gradient de température. Plus on a un changement de température important entre les basses et les hautes latitudes, plus on va avoir une distillation importante, et donc plus on va diminuer notre delta O18. Et
de façon incroyable, on finit par quelque chose de totalement linéaire. Donc là, vous avez le thermomètre, une figure du thermomètre isotopique en Antarctique et au Groenland, qui montre la relation entre le delta O18 mesuré dans la neige de surface et la température de surface. Et vous voyez qu'on a quelque chose de complètement linéaire. Ça, ce sont juste des mesures. On peut faire la même chose avec des modèles. Là, ce sont des mesures. Donc là, j'ai mis quelques traverses en fait qui ont été faites en Antarctique sur lesquelles on va prendre 1 mètre de neige de surface. On mesure la température moyenne annuelle et puis on peut placer comme ça un de ces points avec le delta O18 moyen et la température moyenne. Et on retrouve bien ces graphes qui sont la base de ce qu'on appelle donc le thermomètre isotopique, qui nous sert à reconstruire de façon semi-quantitative, on va le voir sur la fin de l'exposé, les variations de température en Antarctique et au Groenland. Donc là, un premier graphe donc assez classique. Donc vous avez ici les 800 000 ans. Alors attention, maintenant je vais prendre, comme Édouard, le temps va toujours s'écouler de la droite vers la gauche, puisque c'est comme ça qu'on fait en général en Europe. J'ai dû inverser quand même les graphes des collègues américains pour pouvoir tout mettre de façon cohérente dans cette présentation. Et là, vous voyez, donc sur les 800 000 dernières années, on a les grands cycles glaciaires interglaciaires, donc des changements. Là, j'ai pas mis le delta O18, c'est le delta D, mais c'est la même chose pour les isotopes de l'eau. On voit des variations entre périodes glaciaires et interglaciaires, très bien enregistrées. Donc dans les isotopes de l'eau, c'est la courbe bleue, et en noir, c'est la reconstruction de température qu'on peut faire à partir des isotopes de l'eau, et puis des petits biais qu'on peut identifier. Vous voyez que c'est très proche. On verra d'autres complications plus tard. Et ici, en parallèle, vous avez l'évolution du niveau des mers, reconstruite à partir des sédiments marins. Et vous voyez, au premier ordre, un très beau parallélisme sur toutes ces transitions glaciaires-interglaciaires entre les changements de niveau des mers et le changement de température en Antarctique. Donc là, ça, c'était juste une figure de la base, pour vous montrer le changement un peu de la Terre entre période glaciaire et période interglaciaire. Donc les périodes glaciaires ici, la dernière période glaciaire, il y a environ 20 000 ans, et puis interglaciaire comme actuellement. Donc effectivement, pendant la dernière période glaciaire, on avait un niveau des mers plus bas, on voit 120 mètres plus bas ici, et des grosses calottes de glace au nord ici de l'Amérique du Nord, Canada, et puis au niveau de la Phénoscandie. Et puis là, si on regarde la position, voilà, petit schéma de ce qui se passe en été, on n'a plus rien. Donc voilà, il faut juste garder ça en tête pour les discussions par la suite. Donc les variations glaciaires interglaciaires, le moteur de ces variations entre périodes glaciaires et interglaciaires, c'est essentiellement la quantité d'énergie qu'on va recevoir aux hautes latitudes de l'hémisphère nord, qui vont être capables, ces variations d'énergie, de faire fondre ou pas les calottes de glace qui sont ici. Et donc, ces variations de la quantité d'énergie qu'on va recevoir aux hautes latitudes de l'hémisphère nord, ça va être piloté par les variations d'excentricité de l'orbite terrestre, de l'obliquité de l'axe de rotation de la Terre et de la précession de l'axe de rotation. Enfin, de la rotation de l'axe de rotation. Donc, à partir de ces 3 paramètres orbitaux, on est capable de calculer effectivement la quantité, donc l'insolation qu'on va avoir en été aux hautes latitudes de l'hémisphère nord, pour savoir si on va faire fondre ou pas notre calotte de glace. Et si on regarde ici la courbe du niveau des mers en parallèle à cette courbe d'insolation d'été, on retrouve bien que les grandes transitions glaciaires-interglaciaires, marquées ici avec les augmentations de niveau des mers, tombent pendant des maxima d'insolation d'été. Alors des fois ce sont des maxima très forts, comme vous le voyez ici il y a environ 125 000 ans, et puis quelquefois ça correspond à des maxima très faibles, comme il y a ici un peu plus, vers 430 000 ans avant aujourd'hui. Donc ça c'est aussi quelque chose que je discuterai sur la deuxième partie de l'exposé, des glaciations qui ont lieu dans des contextes orbitaux très différents, mais on a quand même des déglaciations. Le deuxième forçage important, qui est plus un forçage interne, mais Frédéric en parlera plus dans la prochaine présentation, c'est aussi les variations de concentration en gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone, pendant ces cycles glaciaires interglaciaires. Donc je vous ai parlé pour l'instant des carottes de glace qui permettent de reconstruire la température à partir des isotopes de l'eau. Et dans les carottes de glace, on a une autre chose qui est importante, c'est qu'on peut piéger des bulles d'air fossile. Donc on a directement accès avec nos
carottes de glace, on analyse les bulles qui sont piégées dans la glace et on peut reconstruire notamment la courbe de dioxyde de carbone au cours des derniers 800 000 ans. Et donc vous voyez qu'effectivement pour chaque transition glaciaire interglaciaire, on a aussi une augmentation importante de dioxyde de carbone de l'ordre de 80-100 ppm, mais qui reste sans commune mesure avec ce qu'on a actuellement où on a allègrement dépassé les 400 ppm. Vous voyez là sur les cycles glaciaires interglaciaires, on ne dépasse pas les 280 rarement ppm. Alors maintenant, je rajoute sur cette courbe très générale en fait des variations glaciaires interglaciaires la courbe de delta D de l'Antarctique qui est ici en noir et vous voyez qu'on a quelque chose qui ressemble beaucoup à la courbe bleue de niveau des mers avec cependant certains décalages que vous notez ici, décalages qui ne sont pas forcément réellement des décalages climatiques, mais qui vont être liés fortement à la chronologie, puisque ça va être très dur de mettre sur une même échelle de temps les variations qu'on a sur les carottes de glace et les variations qu'on a à partir des sédiments marins. Donc ça, c'est un problème qu'on a toujours, et l'exposé suivant vous en parlera aussi. Donc il y a aussi tout un travail, Édouard en a parlé avant, toujours très important de chronologie, qui devient, qui est important quand on veut décrire des choses vraiment très finement à l'échelle de la centaine ou même du millier d'années. Alors, quelques questions qu'on va pouvoir regarder pendant cet exposé. Donc, pourquoi les déglaciations en Antarctique vont être en phase avec le forçage de l'insolation à 65 degrés nord? Donc, c'est ce qu'on voyait ici, avec ici vraiment les courbes noires et bleues qui sont à peu près confondues, alors que ici c'est la température antarctique et là c'est la courbe de niveau des mers qui est fortement influencée par les calottes qui sont finalement dans l'hémisphère nord. Voilà, pourquoi est-ce que c'est en phase? Quelle séquence exacte entre le changement de niveau des mers et le changement de température en Antarctique? Et que se passe-t-il au Groenland pendant ce temps? Donc on a déjà eu des réponses précédemment. Donc je viens maintenant sur une autre carotte de glace. Je vous ai présenté Epicadomcea à présent. Maintenant je vous montre l'enregistrement le plus long, de façon continue au Groenland. C'est la carotte de North Grip qui est un petit peu au nord des deux carottes Grip et Gisp qui ont été, dont Édouard a parlé précédemment. Et donc là vous voyez un enregistrement, on va remonter que jusqu'à 120 000 ans avant aujourd'hui, donc beaucoup moins loin qu'en Antarctique, tout simplement parce qu'il va neiger plus au Groenland qu'en Antarctique. Donc même si on est toujours à 3 km d'épaisseur, eh bien on va remonter moins loin dans le temps au Groenland parce qu'il va neiger 10 fois plus au centre du Groenland par rapport à l'Antarctique de l'Est. Donc là, vous voyez en fait uniquement les derniers 120 000 ans. Donc là, nous avons la dernière déglaciation dont on a parlé tout à l'heure, entre 20 000 ans et puis notre Holocène. Et puis la dernière période glaciaire qui est très chahutée, comme on l'a vu précédemment. Donc là, nous avons pendant la dernière période glaciaire, donc entre 515 et puis 20 000 ans avant aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des événements de Dansgaard-Oeschger, donc du nom de Willy Dansgaard, on a vu sa photo tout à l'heure, et de Hans Oeschger, qui était un chercheur suisse qui travaillait justement sur les bulles d'air piégées dans la glace. Et donc on a ces variations très abruptes de delta O18 qui peuvent être ensuite traduites en variations de température avec des augmentations de 10 à 15 degrés en 10 à 100 ans. Donc là, on peut vraiment quantifier en combien de temps s'est fait le changement parce qu'en fait, au Groenland, jusqu'à 60 000 ans avant aujourd'hui, on est capable de compter les couches. Donc on voit les couches d'été, les couches d'hiver, donc on va avoir une chronologie extrêmement précise. Et voilà, on en compte 25, mais des fois, il y a des petits événements, ils n'ont pas été comptés au début, donc c'est un ordre de grandeur. Alors ces événements, donc toute cette variabilité de la dernière période glaciaire, elle est effectivement associée à ces événements de Heinrich qui ont été présentés par Édouard précédemment, donc qui correspondent à des refroidissements importants des eaux de surface, à des arrivées en fait d'IRD qui sont issues en fait de débâcles d'iceberg depuis les calottes et notamment depuis la calotte glaciaire Laurentide. Et effectivement, il a été remarqué très tôt qu'on avait ces événements de Heinrich qui avaient lieu pendant les phases froides identifiées au Groenland. Alors, là, vous avez effectivement les différents événements en fait, pas des événements de Heinrich, là ce sont des Heinrich stadiales, donc ce sont les phases froides pendant lesquelles on a enregistré des IRD et donc où il doit y avoir un événement de Heinrich avec une provenance
soit débâcle de la calotte laurentide, soit aussi, enfin ça dépend où est notre carotte de sédiments, depuis la calotte phénoscandienne. Donc vous voyez les différentes barres donc grises, c'est quand ça provient plutôt de la calotte laurentide, et puis vous avez les roses, ça va provenir plus de la phénoscandienne, et vous avez en fait vous voyez qu'en fait il n'y a pas de lien direct entre en fait le niveau de delta O18 qui va être atteint au Groenland et puis l'existence ou pas d'un événement de Heinrich. Donc en fait, on a toujours quelque chose qui est plus haut, plus bas, mais on n'a pas de... Il n'y a pas de signature très claire, au moins dans le delta O18 du Groenland, de ces événements de Heinrich. Alors maintenant, on va faire le lien entre ce qui se passe au Groenland et ce qui se passe en Antarctique. Donc ça a été aussi montré ailleurs, c'est fabuleux. Donc encore, on va rester sur le dernier cycle climatique. Donc là, la dernière déglaciation, toute la dernière période glaciaire, et puis là, vous avez au Groenland la fin de la dernière période interglaciaire, il y a 120 000 ans, et puis en Antarctique, on l'a intégralement, la dernière période donc interglaciaire, avec la déglaciation, l'avant-dernière déglaciation, entre 140 et 128 000 ans avant aujourd'hui. Et donc on voit effectivement que pour chaque événement de Dansgaard-Ogier, noté ici, on a un équivalent en Antarctique qui est l'Antarctique isotopique maximum avec la même numérotation. Donc quand on a l'événement de Dansgaard-Ogier 4, donc ils sont numérotés du plus récent au plus ancien, on va noter l'événement Antarctique isotopique maximum 4 aussi. Et donc on a toute la bonne correspondance entre ces différents événements. Donc effectivement, si on regarde cette bascule bipolaire, on peut mettre ensemble les enregistrements des différentes carottes de glace et regarder le changement entre ce qui se passe au Groenland et ce qui se passe en Antarctique. Donc pendant la phase froide, donc ce qu'on appelle le Greenland stadial, au Groenland, on voit qu'en Antarctique, on a en moyenne une augmentation du delta O18, donc une augmentation de la température qui se passe pendant cette phase-là. Alors on va voir que ça ne se passe pas la même chose pour les différentes régions de l'Antarctique. Et puis pendant la phase chaude au Groenland, donc après le changement abrupt de circulation océanique, le déplacement aussi de l'ITCZ, enfin en même temps, on va avoir pendant cette phase chaude, au Groenland, une diminution importante de la température en Antarctique. Alors, on peut noter aussi qu'au Groenland, la température diminue. Après, on a une sorte d'overshoot, un maximum au début de la partie interstade. Après, ça diminue, mais ça diminue encore plus vite en Antarctique. Donc là, ce sont les petits schémas qu'on a vus un peu tout à l'heure, avec ici, entouré en rouge, c'est ce qui se passe pendant la partie interstade. Donc effectivement, une température plutôt élevée ici au niveau du Groenland et de l'Atlantique Nord. Une zone ici de ITCZ, donc de convergence intertropicale avec beaucoup de pluie, qui est plutôt au nord de l'équateur. Une circulation AMOC qui est plutôt active en transportant donc de l'énergie vers les hautes latitudes de l'hémisphère nord. Et puis à ce moment-là, en Antarctique, donc ça se refroidit, il fait plutôt froid et on a un déplacement plutôt vers le nord des vents d'ouest au niveau de l'hémisphère sud. Et puis dans la phase froide, là le Groenland est beaucoup plus froid. D'ailleurs, la circulation ici nord-atlantique est moins intense. On voit que la zone de convergence intertropicale, elle est cette fois-ci au sud de l'équateur. Donc ce ne sont pas les mêmes régions qui vont être affectées par les moussons ou les précipitations intenses au niveau des tropiques. Et puis on a aussi un déplacement vers le sud des vents des westerlies dans l'hémisphère sud. Voilà, donc ça c'était le schéma. Maintenant, on va regarder un peu plus précisément ce qui se passe au niveau de l'Antarctique et en fait le fait qu'il y a des détails climatiques régionaux. Alors, ce qui est bien ce qui s'est passé dans les dernières années, en fait, c'est qu'il y a eu pas mal de forages en Antarctique et des forages sur lesquels les gens se sont vraiment appliqués à faire de la très haute résolution en mesurant les isotopes de l'eau et un très gros effort aussi de datation pour qu'on puisse vraiment comparer les différentes carottes de glace entre elles. Et c'est en particulier assez possible sur les derniers 50 000 ans d'avoir cette haute résolution puisque la glace n'est pas encore trop amincie et on peut compter les couches puisque cette glace est justement pas trop amincie et donc c'est spécialement intéressant de regarder cette période-là.
Donc là, vous avez la localisation des différentes carottes de glace présentées ici sur les derniers 50 000 ans. Et j'attire votre attention sur, donc il y a ici la carotte de Waze Divide qui se situe donc dans ce qu'on appelle l'Antarctique de l'Ouest. Donc là, vous avez l'Antarctique, là, vous voyez la petite péninsule, elle va aller vers l'Argentine, la Patagonie. Et puis à côté, vous avez toutes ces carottes qui sont plutôt dans la partie antarctique de l'Est. Et là, vous pouvez noter la carotte EDML qui est ici, qui est en fait située dans le secteur atlantique de l'Antarctique, donc vraiment juste au sud de l'océan Atlantique. Et donc, comme vous avez vu tout à l'heure, en fait, il y a quelque chose de très important sur la bascule bipolaire qui se situe au niveau de l'Atlantique, puisqu'on a une implication forte de la circulation de la MOC, en fait, avec tout ce qui se passe du coup au niveau de l'Atlantique. Donc, ça va être intéressant de regarder ce qui se passe dans cette carotte, dans celle qui est aussi ici à l'ouest, par rapport aux autres qui sont ici. Donc là, on voit peut-être pas grand-chose. Donc on va faire d'abord un zoom sur cette période-là, entre 30 000 et 50 000 ans, où on a beaucoup d'événements de façon presque régulière. Donc vous le voyez ici. Donc je vous ai mis ici, pareil en rouge, les parties Greenland stadiales, et puis en bleu en rouge les interstadiales, les parties plutôt chaudes, et en bleu les parties stadiales. Et vous pouvez voir déjà en regardant par exemple ce qui se passe ici pendant le Heinrich Stadial 4 que les choses ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction des différents enregistrements sur les différentes carottes de glace antarctiques. Bon, j'ai enlevé Vostok parce que la résolution n'était pas et Dome F parce que la résolution n'était pas excellente. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on remarque en particulier? Eh bien, on remarque que quand on va regarder la carotte ici de Waze en Antarctique de l'Ouest ou de Talos, on va voir une augmentation un peu continue de la température pendant cette phase froide, qui est le schéma classique en fait de la bascule bipolaire. Mais si on regarde ce qui va se passer ici à Dronning-Maudland ou un peu moins clairement à Epicadome C, vous voyez qu'en fait on a quelque chose qui se fait vraiment en deux phases. On va voir une augmentation assez rapide de la température pendant la phase froide du Groenland, pendant le stadial, pour atteindre un maximum assez tôt. Donc là, on voit bien que les choses sont quand même pas du tout homogènes sur les différents endroits de l'Antarctique. Et en particulier, on sait maintenant à partir de... Bon, il y a eu pas mal d'études de fait sur l'événement de Heinrich IV, donc des travaux pour la datation en particulier. On sait que le démarrage de l'événement de Heinrich IV, donc la grande débâcle d'iceberg, c'est pas fait au début de la période du stade, en fait, du stade de Heinrich, un petit peu après, et qu'en fait, au moment où cette Heinrich, la débâcle en fait est visible, eh bien, on a déjà un maximum de température ici au niveau de DML. Donc, c'est ce qui est représenté sur cette carte ici, où vous avez déjà le niveau de l'augmentation de delta O18 qui est atteinte en fonction des différentes carottes de glace, et vous voyez que sur EDML, il fait déjà très chaud au moment où l'Heinrich lui-même augmente, donc quelques centaines d'années après le démarrage de la période froide au Groenland, alors que pour d'autres carottes de glace qui vont être pas dans le secteur atlantique autant que ça, on va avoir une augmentation qui va se faire tout au long de la période froide du Groenland. Et donc, au niveau du démarrage du Heinrich IV, on est encore sur des températures assez... du delta O18, je ne vais pas toujours dire température, c'est un abus de langage, plutôt basse. Voilà. Et puis on peut voir aussi là sur la carotte de Epicadome C, donc en Antarctique, sur cette Heinrich IV, on a en fait une augmentation rapide, et puis après on continue à augmenter aussi le delta O18, mais de façon moins forte. Donc on voit que finalement il y a vraiment cette variabilité régionale qui est importante à prendre en compte pendant ces événements millénaires. Donc la bascule bipolaire... il y a eu un problème avec La bascule bipolaire n'est pas si simple que ce qui a été présenté sur le modèle de Stoker et Johnson qui avait été présenté initialement, ce qui est normal. Autre chose qui fait les choses un peu plus compliquées, je suis désolée, là, les flèches ne sont pas bonnes. Là, je vous présente ici les résultats d'une compilation qui a été faite
dans ce papier-là de Waste Divide Member, donc du groupe américain. Et ils ont trouvé aussi quelque chose qui faisait la bascule bipolaire un peu plus compliquée que ce que je vous ai présenté dans le schéma initial. Ils ont trouvé en particulier que l'augmentation de température au niveau de la carotte WACE, donc c'est la courbe violette ici, dans l'Antarctique de l'Ouest, en fait, on n'avait pas le maximum de température en Antarctique qui était concomitant avec l'augmentation abrupte de température au Groenland, comme on semble le voir ici. En fait, on va avoir une sorte de plateau, et c'est seulement 200 ans après, après avoir atteint le maximum de température au Groenland qu'on va amorcer la descente de la température ou du delta O18 en Antarctique. Et ça, en fait, c'est une compilation qui a été faite sur tous les événements de Dansgaard-Oeschger des derniers 60 000 ans. Et c'est relativement robuste. Donc là, il semble qu'on ait un effet de temps de retard, en fait. Donc on enregistre bien ici le redémarrage d'une période chaude, avec sans doute associé donc à ce changement de la MOC, exactement en phase avec le changement de position de l'ITCZ, puisque ça, c'est des choses qu'on enregistre directement dans les carottes de glace à partir du méthane, je vous le montrerai tout à l'heure. Et puis la réponse antarctique, en particulier ici sur l'Antarctique de l'Ouest, qui est un peu décalée de 200 ans, donc comme si on avait peut-être aussi un peu un temps de réponse ici au niveau de l'océan global ou de l'océan sud, qui fait que l'Antarctique va répondre un petit peu plus tard. Alors maintenant, je vais me concentrer sur la dernière déglaciation. Donc voilà la dernière déglaciation. Donc là, j'ai repris seulement 3 carottes de glace, donc WACE dans la partie ouest, EDML sur la partie atlantique, et puis Epicadome C plus vers la partie océan Indien. Et donc là, voilà, on a les derniers 30 000 ans, le Groenland, et puis on est très bien daté, on peut vraiment comparer directement toutes ces carottes de glace. Alors on observe 2 choses sur la dernière déglaciation. D'abord, en regardant en particulier l'évolution en Antarctique, d'abord une augmentation plutôt à grande échelle lente, donc qu'on appelle variabilité orbitale, entre 18 000 ans avant aujourd'hui, et puis voilà, un peu plus de 10 000 ans avant aujourd'hui sur les carottes antarctiques de l'Est. Ça démarre un peu plus tôt en Antarctique de l'Ouest, on va pouvoir discuter ça. Et puis superposé à cette augmentation de température enregistrée en Antarctique, eh bien, on voit des événements millénaires, comme qu'on a discuté tout à l'heure. Donc au Groenland, c'est différent, on a plutôt une température stable pendant toute la première phase de la déglaciation, et c'est seulement ici, donc un peu plus de 14 000 ans avant aujourd'hui, qu'on a le déclenchement du Bolling à l'Ereude, qui arrive au moment où finalement on a le démarrage de l'Antarctique Cole Reversal, donc un refroidissement ici en Antarctique. Donc on voit que superposé à cette variation lente de la déglaciation, qui est liée en fait au forçage orbital, on a un événement, un peu un accident lié à la bascule bipolaire, donc un événement de Dansgaard-Oeschger associé donc à un AIM, un AIM ici. Voilà. Je vais détailler ça petit à petit. Donc je rajoute maintenant l'insolation d'été, cette fois-ci locale en Antarctique à 75 degrés sud, parce que finalement on peut se poser la question, mais bon d'accord, on a vu en démarrage que tout était piloté par l'insolation à 65 degrés nord pour l'évolution du niveau des mers, mais parce que les calottes elles sont dans l'hémisphère nord, mais pourquoi est-ce que l'insolation locale n'influencerait pas finalement aussi l'Antarctique, quoi. Et effectivement, si on regarde l'insolation à 75 degrés sud en été, on va avoir quelque chose qui augmente assez tôt pour la dernière déglaciation, donc entre 30 000 et 20 000 ans avant aujourd'hui. Et là, on voit que pendant toute cette période, très clairement, il n'y a aucun signal sur les isotopes de l'eau en Antarctique de l'Est. Donc, il y a des questions aussi qui se posent sur est-ce qu'on interprète bien les isotopes de l'eau en Antarctique de l'Est. En revanche, si on regarde la courbe ici de Wace Divide, on voit que la déglaciation commence beaucoup plus tôt et pourrait bien être influencée effectivement par une augmentation de l'insolation au niveau de l'Antarctique. Là, je rajoute maintenant l'insolation à 65 degrés nord, et vous voyez qu'effectivement, comme on l'a dit en introduction, c'est vraiment en phase, cette augmentation de l'insolation à 65 degrés nord, avec les changements de température enregistrés par les isotopes de l'eau sur les carottes qui sont plus en Antarctique de l'Est. Alors,
Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va regarder le lien plus Groenland-Antarctique pendant la dernière déglaciation. Donc là, vous avez à haute résolution ce qui se passe sur les derniers 18 000 ans, donc au moment où l'Antarctique de l'Est commence à se réchauffer. Donc là, c'est la courbe au niveau de l'Atlantique, là, la courbe Epica-Droning-Maudland. Ici, vous avez le Groenland. Et ici, en fait, j'ai rajouté la courbe de méthane, donc mesurée directement dans les petites bulles d'air piégées dans la glace, qui va nous donner une information sur les émissions par les tropiques dans un premier temps. Donc voilà, vous voyez qu'on a en fait de la variabilité, plus que de la variabilité dans ce Garo-Jõger, parce que vous voyez qu'à l'intérieur de cette période interstade, enfin pendant le Bölling-Allerød, on va avoir plusieurs coups de froid identifiés clairement au Groenland dans le delta O18 de la glace, qu'on retrouve aussi très clairement identifiés dans le méthane et dans d'autres traceurs qu'on a des basses latitudes dans les carottes de glace, mais que je ne vais pas détailler ici. Donc très clairement, il y a eu, même pendant cette période de Bölling-Allerød, de la variabilité subcentenale en fait qui a eu lieu. Donc c'est une période quand même qui est très instable. Et puis notez aussi ici ce pic en fait de méthane. On va voir que c'est particulièrement intéressant par rapport à ce qui se passe pendant la première phase de la déglaciation. Donc voilà, là rien de particulier. Je vous ai remis le schéma qu'on avait au départ. Donc le Bölling-Allerød pendant un refroidissement de l'Antarctique, le Junger-Dryas avec un réchauffement de l'Antarctique. Et puis je rajoute maintenant ici deux choses. Donc la première phase sur laquelle on va revenir, pendant laquelle le Groenland est globalement froid, alors que l'Antarctique se réchauffe et qu'il y a aussi une augmentation de l'émission de méthane au niveau très probablement des tropiques. Et je vais aussi attirer votre attention sur la deuxième partie en fait de la déglaciation, où vous voyez qu'on a ici pendant la phase froide du Junger-Dryas une augmentation de température en Antarctique. Et quand on arrive au début de notre actuelle période interglaciaire, eh bien on a une diminution aussi du delta O18 de l'Antarctique, comme si on retrouvait ici encore un petit schéma de bascule bipolaire avec augmentation de température en Antarctique pendant la période froide et rediminution quand on arrive à la période chaude. Donc, on va s'intéresser maintenant à ce qui se passe pendant le Heinrich Stadial 1, qui a été présenté tout à l'heure. Donc, cette période froide au Groenland, pendant laquelle il y a eu un événement de Heinrich identifié par les débâcles et pendant laquelle on a cette augmentation de température en Antarctique. Donc, j'ai attiré votre attention tout à l'heure sur le fait que, au Groenland, il ne se passait pas grand-chose, sauf quand même peut-être ici sur les isotopes de l'eau, une petite diminution quand même du delta O18 qui arrive en phase avec cette augmentation de méthane très petite, mais quand même très significative, et qui correspond aussi à un pic de 10 ppm, une augmentation de 10 ppm de la concentration de dioxyde de carbone qu'on peut enregistrer maintenant à très haute résolution dans les carottes de glace, et un changement de pente aussi de ce qui se passe au niveau de l'Antarctique, avec une augmentation plutôt rapide ici de la température et une stabilisation sur le plateau. Et ça suggère que, voilà, même si le Groenland n'enregistre pas les choses, pas une énorme variation, ça suggère qu'il se passe quelque chose d'important pendant cette période-là. Et là, c'est à rapprocher avec ce qu'a montré aussi Édouard tout à l'heure, où il nous avait montré que pendant l'événement de Heinrich 1, donc ça, c'est pas les courbes d'Édouard, ce sont d'autres, mais il y avait plusieurs décharges qui étaient identifiées. Et effectivement, en regardant maintenant tous les nouveaux enregistrements qu'on peut avoir à partir des sédiments marins, il semble bien que pendant cette période Heinrich Stadial 1, on a eu plusieurs événements de débâcle. Un premier ici entre 18 000 ans et 16 100 ans avant aujourd'hui, avec probablement une contribution relativement importante d'afflux d'eau douce et de sédiments depuis la calotte phénoscandienne. Donc ce sont des choses qui sont enregistrées ici par des turbidites au niveau du golfe de Gascogne, et puis donc plutôt par ici, et puis sur la deuxième partie, à partir de 16 100 ans, une contribution plus importante des débâcles d'iceberg depuis la calotte laurentide, c'est ce qu'on voit ici. Et en fait, ces différentes débâcles, elles auraient très clairement influencé différemment après le reste des latitudes entre le Groenland et l'Antarctique. Et en particulier, ce qu'on pense, c'est qu'on aurait eu en fait un nouvel
un nouveau déplacement de l'ITCZ à ce moment-là, entre la première et la deuxième débâcle, qui expliquerait ce pic de méthane, puisqu'on n'aurait pas eu les mêmes zones qui auraient contribué à l'émission de méthane, et on peut relier ça aussi au petit pic de dioxyde de carbone. Donc, juste pour vous dire, maintenant, il y a beaucoup de travail qui est fait pour aller vers la très haute résolution, sur le dioxyde de carbone, sur le méthane, et on est en train de retrouver ces événements abrupts, en fait, pendant à peu près tous les gros événements de Heinrich, ce qui permet vraiment de faire le lien entre ce qui se passe au niveau des carottes de glace, ce qui se passe au niveau des sédiments océaniques, et ce qui se passe aussi de façon globale avec les gaz à effet de serre que sont le dioxyde de carbone et le méthane. Donc c'est des choses qui sont vraiment en train de se développer, et là on apprend beaucoup de choses sur les structures très fines à l'échelle de la dizaine, centaine d'années. Ici, je vous montrais le niveau avec le lien en fait avec le niveau des mers. Donc là, vous avez une courbe de niveau des mers. J'ai mis sur un axe différent parce qu'il peut y avoir des problèmes de chronologie, même si c'est relativement faible sur la dernière déglaciation. Et on voit qu'on a effectivement quelque chose qui ressemble un peu quand même entre les variations de température en Antarctique et les variations de niveau des mers. On note ici le Meltwater Pulse 1A, donc un événement de fonte assez important qui a lieu en fait au moment du Bölling à l'Erød. Et puis, comme les calottes de glace, ça met un certain temps à fondre, on voit que l'augmentation du niveau des mers se poursuit bien après qu'on ait atteint le maximum de température en Antarctique. Le maximum de température au Groenland arrive un peu plus tard parce qu'il est sans doute très sensible aux événements de fonte de la calotte autour de lui en Atlantique Nord. Alors je vais continuer avec une perspective sur les autres déglaciations. Et malheureusement pour les autres déglaciations, donc avant 120 000 ans avant aujourd'hui, je vais être incapable de vous montrer des courbes du Groenland puisqu'on n'a pas de glace du Groenland qui remonte avant 120 000 ans avant aujourd'hui. Donc je vais utiliser, même si c'est mal, le méthane comme indicateur, mais c'est ce que tout le monde fait, comme indicateur très qualitatif des variations abruptes de température au Groenland, puisque on a vu et on va revoir que en fait au nord de la dernière déglaciation, les événements abrupts d'augmentation de température au Groenland sont exactement en phase avec les augmentations de méthane. Ceci dit, voilà, soyons prudents, puisque en fait pendant cette dernière déglaciation, vous voyez qu'ici le méthane augmente pendant la première phase, l'événement Heinrich Stadial 1, alors qu'au Groenland, on a quelque chose de beaucoup plus stable, voire même ici une diminution du delta O18 de la glace. Pareil ici pendant l'événement de Bölling à l'Erød, on a la diminution du Groenland qu'on a déjà noté tout à l'heure, alors que le méthane reste fort. Donc on va utiliser surtout le méthane pour voir les changements abrupts de température au Groenland en phase ou pas avec les variations de température en Antarctique. Donc là, je vais vous faire une petite revue des autres déglaciations. Donc on va regarder la déglaciation il y a à peu près 130 000 ans, 140-130 000 ans, donc ce qu'on appelle la terminaison 2. Alors cette déglaciation, comme j'ai dit en introduction, elle est associée à un changement important d'insolation à 65 degrés nord. Là, vous voyez, j'ai tout mis à la même échelle. Un changement vraiment très important. C'est effectivement à ce moment-là qu'on a un changement de température en Antarctique. En bas, vous avez le niveau des mers. Et vous voyez que contrairement à la dernière déglaciation, là, il ne semble pas, à première vue, qu'on ait d'événements climatiques majeurs millénaires. Donc l'augmentation de température en Antarctique, elle est à peu près linéaire. Et à la fin de la déglaciation, pouf, on a l'augmentation abrupte de concentration en méthane, donc probablement un réchauffement abrupt en Atlantique Nord. Et on retrouve sur cette courbe, au moment du maximum ici de température en Antarctique, une sorte de processus de bascule bipolaire, puisque dès l'augmentation ici abrupte de méthane, on a une diminution de la température antarctique. Donc en fait, ce processus de bascule bipolaire, il semble qu'on l'ait aussi au début de cette déglaciation. Donc toute cette première phase de la déglaciation, elle est associée aussi à un événement de Heinrich, la Heinrich 11, qui est marqué dans certains enregistrements d'IRD. Donc on ne va pas toujours être facile d'avoir la bonne chronologie entre les courbes d'IRD et les courbes de carottes de glace, de même avec l'insolation et le niveau des mers. Et une chose sur laquelle on est en train de travailler, c'est ce petit pic que vous voyez ici de méthane, en fait, qui rappelle le petit pic qu'on a vu pendant l'événement de Heinrich 1,
pendant le Heinrich Stadial 1 tout à l'heure. Et en fait, ce petit pic de méthane, c'est pas du bruit. Maintenant, on a des données à très haute résolution. On a aussi des données sur d'autres traceurs des basses latitudes des carottes de glace, que je ne vous ai pas présenté, du 17OXS, du delta audite atmosphérique, qui confirment bien ici, on a eu un événement, effectivement, aux plus basses latitudes pendant l'événement pendant le stadial de Heinrich. Donc là, c'est vraiment des choses à fouiller. Très probablement, l'avant-dernière déglaciation a été plus chahutée que ce qu'on peut voir sur la température, l'enregistrement de la température ici en Antarctique. Bon, on va passer un peu plus vite, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc là, terminaison 3, on retrouve un peu ce processus de bascule bipolaire. Encore une fois, vous voyez ici, le méthane reste assez bas et hop, il augmente d'un coup, pile au moment où on a le maximum de température en Antarctique. Cette terminaison, elle va être plus compliquée, on a moins de forçage en insolation, et on voit qu'il y a beaucoup d'événements de Heinrich qui ont eu lieu et qu'elle a eu lieu en plusieurs phases. Donc là, l'interruption ne se fait pas au milieu de la déglaciation comme pour la terminaison 1, pour la dernière déglaciation, elle se fait avant, mais il y a aussi des choses à fouiller pour comprendre quand est-ce que la variabilité millénaire se déclenche. Pour la dernière déglaciation, c'était au milieu, là ça semble plutôt avant, là il semble qu'il n'y en ait pas, mais il y a peut-être quelque chose quand même ici au milieu. Donc voilà, vous voyez, chaque déglaciation est différente. La terminaison 4, parfait, on retrouve encore ce phénomène de bascule bipolaire, donc ce maximum isotopique en Antarctique au début de l'interglaciaire, mais c'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver sur toutes les déglaciations. Donc là, je remonte encore plus loin dans le temps. Vous voyez que si on regarde des déglaciations plus anciennes, avant 500 000 ans, avant aujourd'hui, eh bien, cette fois-ci, on va arriver des niveaux assez faibles, en fait, pour les interglaciaires et pas de maximum bien marqué. Là, on commence à être vraiment limité par la résolution de nos enregistrements. Vous voyez qu'ici, le méthane, on a très peu de points, donc on n'est pas capable de voir soit une bascule, soit... voilà. Donc il y a du travail à faire, mais on voit bien qu'il y a un intérêt quand même à regarder toutes ces déglaciations qui n'ont pas toujours le même nombre d'événements d'IRD associés, qui n'ont pas lieu dans les mêmes contextes d'insolation. Et là, on retrouve en fait la dernière enregistrée par les carottes de glace, et où là on retrouve notre schéma classique, augmentation de la température en Antarctique, quand on arrive au maximum, augmentation abrupte du méthane, abrupte avec les mesures de et ensuite rediminution de la température en Antarctique une fois que ce maximum est passé. Voilà, alors pour terminer, je voulais donner en fait quelques limites aux interprétations des isotopes de l'eau que j'ai présentés jusqu'à présent, puisque c'est quelque chose qu'on fait beaucoup au laboratoire. Donc là, on a regardé à chaque fois, on a dit les isotopes de l'eau, c'est la température. Bon, en fait, il y a plein d'autres effets de saisonnalité, de source des précipitations, d'altitude, de post-déposition, qui peuvent altérer le lien entre variation de la composition isotopique de l'eau, de la glace, et température. En particulier, l'altitude de la calotte va pouvoir jouer beaucoup, puisque plus l'altitude est importante, plus finalement on va déplacer nos masses d'air, on va être obligé de précipiter beaucoup, donc on augmente la distillation, donc on va diminuer artificiellement notre delta D. On va aussi diminuer un peu la température. Là, vous avez l'enregistrement de 2 carottes de glace qui ont été prises vraiment au niveau de la péninsule, enfin 3 d'ailleurs, James Ross Island ici en noir, et puis Berkner Island et Fletcher Promontory ici. Donc, ce sont des forages qui ont été faits, en fait, des collaborations entre les Anglais du British Antarctic Survey et puis des foreurs français. On a fait des analyses. Et vous voyez de façon intéressante, donc en gris, c'est ce qu'on a discuté jusqu'à présent, l'évolution du delta O18, donc de la température en Antarctique. Et si vous regardez ce qui se passe à Berkner et à Fletcher Island, on a des choses qui continuent complètement à augmenter bien après qu'on ait enregistré notre optimum de température en Antarctique de l'Est. Et en fait, ces augmentations importantes de delta D en fait, sont vraiment liées à des changements d'altitude de la calotte. Donc en fait, une diminution d'altitude de la calotte à ces moments-là. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc avec un maximum d'altitude au niveau de Berkner Island autour du dernier maximum glaciaire à 20 000 ans. Donc et puis on peut calculer à partir de ces différences d'isotopes de l'eau la diminution importante de la calotte, donc plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, qui est perdue pendant la dernière déglaciation. Donc les isotopes de l'eau, ça peut aussi nous servir à ça, pour documenter l'évolution d'altitude de la calotte au niveau de l'Antarctique. J'ai presque fini.
Une dernière chose, donc les isotopes de l'eau, on a vu que c'est compliqué, donc on développe aussi d'autres méthodes qui permettent de reconstruire la température dans les carottes de glace, en particulier parce qu'on sait qu'au Groenland, c'est pas bon au premier ordre d'utiliser les isotopes de l'eau, et pour ça on va utiliser les isotopes de l'azote et de l'argon dans les bulles d'air qui sont piégées dans la glace. Donc là, vous avez un schéma des premières dizaines de mètres en surface de la calotte de glace. Donc en haut, on a de la neige, qui est de la neige poreuse, dans laquelle l'air circule librement. Et puis, cette neige se densifie plus on va en profondeur, sous l'effet de son propre poids. Et quand on arrive à 70 ou 120 mètres, en fonction des sites, on a atteint la densité de la glace, et donc on va piéger des petites bulles d'air. Dans ces bulles d'air, donc on mesure les isotopes de l'azote et de l'argon, et tout simplement ce dont il faut se souvenir, c'est que quand on va avoir un gradient de température dans notre neige de surface, on va avoir les isotopes les plus lourds qui vont migrer vers la partie froide. Donc, quand on va avoir un réchauffement en surface, par exemple pendant un événement de Dansgaard-Ogier, quand on passe d'une phase froide à une phase chaude de façon très rapide, par exemple en 10 ans au Groenland, on va avoir notre colonne de neige avec il fait encore froid en haut alors qu'il fait chaud, il fait encore froid en bas alors qu'il fait chaud en haut parce que ça s'est réchauffé très vite, et on va avoir nos isotopes les plus lourds qui vont aller vers la partie froide. Donc on va avoir un pic de delta N15 et d'argon 40, et pareil, quand on va avoir un refroidissement abrupt en surface, ça va être l'inverse. Donc on va avoir plutôt un creux de delta N15 et de delta argon 40. Donc on retrouve, regardons directement les résultats sur les carottes ici du Groenland. Donc en bas, vous retrouvez les courbes un peu qu'on a vues voilà, tout au long de cette présentation. L'événement donc la partie Heinrichstadial avec un Groenland froid, le Bölling-Allerød, le Younger Dryas, et ici vous avez les courbes de delta N15 qui montrent bien un pic qui indique le réchauffement abrupt, et ici un creux quand on a le refroidissement abrupt. Et ce qui est bien avec ces courbes de delta N15, c'est qu'on va pouvoir les utiliser, c'est directement relié à la température de surface au Groenland. Donc il n'y a pas toute l'histoire du cycle hydrologique, et donc on va pouvoir avoir des reconstructions vraiment quantitatives de température. Donc c'est avec ces reconstructions vraiment quantitatives de température qu'on peut voir qu'il a fait globalement il a fait froid de façon un peu continue pendant la période Heinrichstadial 1, pour les différentes carottes de glace. Il y en a qui se réchauffent un peu, il y en a qui se refroidissent un peu, mais il n'y a pas de choses très marquées. Et en tout cas, on ne voit pas d'événement abrupt de delta N15 au début de l'événement de Heinrich, ni au milieu non plus à l'événement 16.1. Et ça, c'était confirmé, je suis parmi les dernières données, mais par un papier qui est sorti là en début 2023, papier de Martin et al., qui était cité plus haut. Alors, on a aussi des débats sur la reconstruction de la température en Antarctique lors de la dernière déglaciation. Donc, c'est un papier qui est sorti récemment par l'équipe de Christo Buizert, où ils ont développé des façons alternatives de reconstruire la température en Antarctique en se basant directement par des mesures de température dans le trou de forage, qui doit être ensuite associé à une méthode d'inversion assez lourde, et des sorties de modèles et différentes autres choses. Et en fait, les résultats de cette étude est quand même assez surprenant, pose beaucoup de questions. En particulier, ils ont trouvé que, contrairement à ce que disaient les isotopes de l'eau, avec un changement de température entre le dernier maximum glaciaire et l'actuel sur les carottes sur la carotte d'Epicadome C de plutôt 8 degrés, eux, ils trouvent quelque chose de beaucoup plus faible, donc plutôt de l'ordre de 4 degrés. Donc ça pose vraiment des questions, en fait, même sur l'Antarctique, mais aussi sur notre compréhension globale du changement de température depuis le dernier maximum glaciaire. C'est quand même des changements, ça pose beaucoup de questions, donc c'est des choses qu'il faut continuer à explorer. Donc là, je vous ai mis d'ailleurs une figure issue de ce papier, où on retrouve toutes les déglaciations sur les différentes carottes de glace bien exploitées jusqu'à présent, où on a beaucoup de données des isotopes de l'eau, de la température dans le trou de forage, du CO2, etc., avec les températures suggérées par cette nouvelle méthode qui remettent vraiment en question l'utilisation des isotopes de l'eau, mais qui pose aussi beaucoup de questions sur... ça pose beaucoup de questions. Si on change d'un facteur 2, le changement de température entre le dernier maximum et l'actuel en Antarctique, ça pose des défis aux modélisateurs aussi, ça pose des questions sur aussi l'amplification polaire ou pas, puisqu'on a toujours pensé qu'au niveau des pôles, on avait des changements de température qui étaient plus marqués qu'aux basses latitudes. Ça pose beaucoup de questions en général
au niveau de notre compréhension du système climatique. Je vais faire comme Édouard, je vais laisser la conclusion affichée et voilà. Merci.